Salut à vous les juristes de YouTube, c'est Matt Devache et bienvenue sur Vulgadroit. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule pour parler d'une décision de la Cour de cassation qui concerne l'affaire dite de la chaufferie et plus particulièrement des conséquences du dépassement du délai raisonnable d'une procédure pénale. Alors, un peu de contexte, un peu de procédure. Donc, l'une des décisions de la Cour de cassation porte sur l'affaire dite de la chaufferie de la Défense, qui dure depuis 20 ans. Je ne déconne pas. Je ne déconne pas. Mais bon, malgré cette longueur, on va nous dire... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Et bon, après on va pas rentrer dans le contexte très, on va dire, juste très rapidement pour l'affaire de la chaufferie de la Défense, c'est juste une histoire d'affaires de corruption d'élus concernant l'attribution d'un marché relatif au chauffage et à la climatisation du quartier de la Défense. Juste ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la question de la durée de la procédure, parce que la Cour de cassation a apporté des précisions à ce sujet. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que sachez que dans cette affaire, la Cour d'appel avait décidé d'annuler les poursuites pour corruption en estimant que le délai raisonnable n'avait pas été respecté pour traiter la procédure et qu'il avait été en conséquence porté atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire ainsi qu'à l'équilibre des droits des parties. Alors, je vais profiter de cette occasion pour rappeler en quoi ça consiste le procès équitable. Sachez que le procès équitable, ça regroupe plusieurs, on va dire plusieurs composantes, toute une série de droits dans lesquels on retrouve notamment les droits de la défense. Et en matière pénale, l'expression droit de la défense, ça désigne l'ensemble des droits reconnus aux personnes poursuivies ou soupçonnées d'une infraction à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Donc que ce soit pendant l'enquête de police, que ce soit pendant l'instruction, pendant le procès, même après le jugement, voire même dans le cadre de l'exécution des peines. Et ces droits sont notamment le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit à un avocat dès le début de la procédure, le droit à un procès équitable dans le cadre de débats contradictoires, ou encore le droit d'exercer des recours. Voilà, là, ça vous avez à peu près une idée de ce que c'est le procès équitable. Après, on a évoqué le principe du contradictoire, et le principe du contradictoire, alors, il garantit aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du moins appelées, et la personne qui n'a pas eu connaissance de l'instance menée à son encontre, donc possède certaines garanties, donc tant du point de vue des voies de recours qui lui sont ouvertes que de l'exécution de la décision. Et le principe du contradictoire, il garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit, de preuve, à partir desquels elle sera jugée. Et les différents intervenants du procès doivent donc se montrer loyaux et diligents dans la communication de leurs pièces et conclusions. Et tout élément produit en justice devant pouvoir faire l'objet d'un débat, il doit en conséquence être communiqué à l'adversaire. Voilà, et le juge lui-même est tenu de respecter le principe du contradictoire. Par exemple, lorsqu'il envisage de soulever d'office un argument de droit, c'est-à-dire concrètement lorsque même les parties n'avaient pas invoqué un argument juridique, le juge a dans certaines circonstances la possibilité de relever lui-même l'argument. C'est-à-dire il n'a pas nécessairement besoin que les parties lui soumettent cet argument pour qu'il puisse en prévaloir. Au nom du principe du contradictoire, lorsque le juge soulève d'office un nouvel argument, le juge doit mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce point, sous peine de ne pouvoir l'utiliser dans sa décision. Voilà. Après, à toutes fins utiles, je rappelle que ce principe du contradictoire, il est consacré à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne des droits de l'homme impose notamment la contradiction entre le ministère public, donc le procureur, et les parties, donc les victimes et l'accusé, voilà, ou le prévenu si on est au délictuel, voilà. Si on est dans un délit. Parce que je rappelle que pour les crimes, on utilise le terme d'accusé, et pour tout ce qui est délit, on utilise le terme de prévenu. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme précision à ajouter? Oui, concernant l'équilibre des droits des parties, donc si vous préférez, c'est l'égalité des armes devant le procès, et au nom de ce principe, on veut que chaque partie se voit offrir, si je puis dire, comment on appelle ça? Une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Bon, après, vous avez quelques exemples de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à ce sujet, comme Fouché contre France de 1997, ou encore Bulut contre Autriche de 1996. Bon, là-dessus, donc si vous regardez la vidéo YouTube, vous aurez les sources dans la description. Je vous renverrai vers un guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui traite du sujet. Mais bon, donc sur ce rappel des grands principes, on va poursuivre notre petite histoire, parce que sachez que le parquet général près de la cour d'appel a décidé de contester la décision de la cour d'appel devant la cour de cassation. Parce que pour le procureur, selon lui, c'est pas normal que la cour d'appel annule les poursuites de corruption au motif que la procédure pénale était excessivement longue. Et du coup, la chambre criminelle de la cour de cassation s'est réunie dans sa formation dans sa formation la plus solennelle, afin de réinterroger la pertinence de sa jurisprudence sur sur le délai raisonnable, à savoir l'exigence selon laquelle lorsqu'une affaire est traitée devant le juge, il faut qu'elle se fasse dans un délai qui ne soit pas excessif. Voilà. Mais de toute façon, vous allez voir, on va en savoir un peu plus sur la jurisprudence dans la Cour de cassation, puisque effectivement, dans le communiqué de presse, il y a un rappel. Alors, sachez que toute personne faisant l'objet d'une accusation pénale a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, afin de ne pas rester trop longtemps dans l'incertitude. La Cour de cassation juge de manière ancienne et constante que la durée excessive d'une procédure pénale ne peut toutefois justifier son annulation. Voilà. En 2021 et en 2022, plusieurs juridictions ont annulé des procédures pénales, considérant que le droit à être jugé dans un délai raisonnable n'avait pas été respecté. Voilà. Et là, c'est ce qui s'est passé avec la cour d'appel, puisqu'elle a décidé de remettre en cause de la procédure au motif que on va dire que le juge on va dire que les parties ont été jugées dans un délai excessif. Et du coup, qu'a décidé la Cour de cassation? Parce que là, on vous a rappelé ce que dit la Cour de cassation de manière traditionnelle. Eh ben, sachez que la Cour de cassation, elle a décidé de rester de garder la tête haute et de confirmer sa jurisprudence. Et elle décide d'annuler la décision de la Cour d'appel. Selon la Cour de cassation, la durée excessive d'une procédure ne peut aboutir à son invalidation alors que chacun des actes qui la constituent est régulier. Voilà. Encore une fois, à partir du moment où les actes de procédure sont réguliers, la durée excessive du procès, enfin de la procédure, ça n'a pas pour conséquence de la remettre en cause et de considérer qu'elle est invalide. Voilà. En somme, ne pas être jugé dans un délai raisonnable, ça ne porte pas en soi atteinte au droit de la défense. Il ne peut donc s'agir d'une cause de nullité de la procédure. Et cette analyse est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Nullité, je rappelle, c'est le fait de remettre en cause de manière rétroactive une procédure. Donc en gros, on annule la procédure, on remet tout en cause. Voilà. Et cause de nullité, c'est un élément qui justifie le fait qu'on remette en cause toute la procédure. Voilà, c'est ça une cause de nullité. Par contre, sachez quand même que c'est pas parce que la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas de, on va dire, possibilité d'annuler la procédure en raison d'un délai excessif, qu'il n'y a aucune garantie pour les parties. Justement, la Cour de cassation précise que les parties disposent des garanties suivantes. Elles peuvent influer elles-mêmes sur la durée de la procédure en demandant des
que des investigations soient menées ou que l'information judiciaire soit clôturée. Alors je rappelle que l'information judiciaire, c'est l'enquête qui est menée par un juge d'instruction afin de déterminer l'existence d'une infraction. Oui, voilà, donc oui, juste oui pour déterminer l'existence d'une infraction. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme autre garantie? Oui, les parties peuvent obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État au titre d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Voilà. Donc, vous avez vu que les parties ont deux possibilités, c'est soit réclamer de la thune auprès de l'État, soit demander à ce qu'on mette fin à la procédure. Voilà. Ou alors à demander tout simplement à engager de nouvelles investigations. Voilà. Cependant, la Cour de cassation précise que la juridiction de jugement, donc que le juge, doit examiner au fond de l'affaire, l'affaire dont elle a été saisie en prenant en compte les effets du temps qui s'est écoulé. Donc le juge doit prendre en compte l'éventuel dépérissement des preuves et l'impossibilité qui pourrait en résulter pour les parties, d'en discuter la valeur et la portée. Et le juge peut mettre en œuvre si nécessaire, donc l'article 10 de la procédure pénale, du code de procédure pénale, qui garantit les droits des victimes lorsque l'état de santé du prévenu s'est détérioré depuis les faits, rendant impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant de se défendre. Alors je rappelle qu'en vertu de l'article 10 du code pénal, donc le président d'une juridiction peut d'office ou à la demande du ministère public ou des parties décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. Alors donc en gros l'article 10, pour le dire schématiquement, le juge peut décider qu'en raison de l'état de santé on va dire de l'accusé ou du prévenu, on ne va pas statuer sur l'action publique, donc on ne va pas statuer sur la question de savoir s'il faut mettre la personne en prison ou lui infliger une amende, mais on va statuer avant tout sur la question de la réparation du préjudice subi par les victimes. On va statuer sur le volet dommages et intérêts. Donc là, ça c'est l'un des éléments qui est pris, c'est l'une des possibilités qui est pris en compte, enfin qui peut être mise en œuvre par le juge, notamment lorsqu'on a un délai excessif de procédure. Et vous avez vu que vous avez un autre élément à prendre en compte, c'est que qui dit délai excessif, dit que la qualité des preuves se détériore aussi. Donc, et ça, c'est un élément qui sera pris en compte par le juge. Et on voit que, et aussi je vois qu'il y a aussi une dernière possibilité, le juge peut prendre en compte les éventuelles conséquences du dépassement raisonnable pour déterminer la peine qu'elle prononce. Voilà. Donc la durée excessive du procès, ça peut aussi avoir des conséquences sur le montant de l'amende ou sur comment on appelle ça, ou sur le nombre d'années d'emprisonnement ou de réclusion que pourrait se voir infliger l'accusé ou le prévenu. Voilà. Après, bon, on parle aussi d'amende, mais il peut y avoir aussi des peines complémentaires, etc., les travaux d'intérêt général, etc., etc. Bon. En tout cas, j'espère que pour vous, les juristes de YouTube, et même pour les juristes de Twitch, parce qu'ils écoutent aussi en fond religieusement, ça vous a intéressé. Bon, pour YouTube, vous connaissez la chanson, le commentaire, le partage de la vidéo, le pouce bleu, tout ça, et l'abonnement. Je vous en remercie d'avance. Et sachez que si vous voulez débattre d'autres actualités juridiques, vous pouvez le faire avec moi en me retrouvant sur Twitch. Bon. Sur ce, je vous laisse, je vais poursuivre le débrief avec les juristes de Twitch. A plus, les juristes de YouTube.